Afrique Média. Le monde, c'est nous. Salut à tous, merci de nous retrouver au cœur de cette édition du débat panafricain sur votre télévision Afrique Média, télévision le Graal de la pensée panafricaine, le temps d'un dimanche qui se penche sur des sujets assez importants pour vous permettre d'avoir toute la lumière autour des faits d'actualité saillants ayant émaillé notamment la scène politique, économique du continent africain. La question qu'on est en droit de se poser ce dimanche est jusqu'où, du moins jusqu'à quand la France va-t-elle lâcher du lest et consommer définitivement sa défaite au cœur du Sahel. En tout cas, les événements vécus cette semaine sont de plus en plus accablants. Le gouvernement de transition malienne a donc déploré mercredi soir un plan diabolique et désespéré de déstabilisation mené par la France et portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. En réaction donc aux propos à l'encontre du Mali tenus le 11 octobre 2023 devant les sénateurs par le ministre des Armées de la République française Sébastien Lecornu. En effet, ce dernier a alerté devant les sénateurs français sur la résurgence donc massive du risque terroriste au Sahel, soulignant qu'il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines, du moins pour les mois qui viennent. La réalité, c'est que les Maliens ont fait le choix de préférer Wagner, ou plutôt la junte malienne, car les Maliens en sont les premières victimes. Mais la junte malienne a fait le choix de préserver son pouvoir et ses avantages en ayant recours à Wagner plutôt qu'à l'armée française, a donc insisté le ministre français des Armées. Pour sa part, le gouvernement de la transition du Mali a qualifié les propos du ministre français de diffamatoire et attentatoire à la souveraineté, à l'unité ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali, avant de déplorer l'absence de réaction. On ne peut plus conjoindre des autorités françaises sur ces affirmations du ministre des Armées. Eu égard donc à cette complicité, on ne peut plus passive de la junte française, le gouvernement de la transition condamne les propos de M. Lecornu et rappelle aux autorités françaises que le Mali n'est plus leur colonie, et ce depuis le 22 septembre 1962, et que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris, tout en priant ardemment que ses prédictions se retournent contre lui-même et son pays, lit-on dans le communiqué du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Meiga. La même source précise ainsi que cette triste occasion pour informer l'opinion que les propos de M. Lecornu sont donc d'autant plus graves qu'ils doivent en réalité un aperçu d'un plan diabolique et désespéré de déstabilisation portant atteinte à l'intégrité territoriale. Faut-il le rappeler, la junte française ne ménage aucun effort en vue de faire fuir la MINUSMA en lieu et place d'un retrait ordonné, coordonné, mais surtout sécurisé en application des dispositions pertinentes de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon le porte-parole, donc, les objectifs de cette fuite orchestrée en prétextant des raisons fallacieuse et en violation du calendrier de cession des emprises aux autorités maliennes constitue une énième trahison dont sont donc victimes les forces armées de sécurité du Mali et vise à équiper les groupes terroristes en abandonnant délibérément des quantités importantes d'armes et de munitions pour réaliser leur dessein funeste. On revient de fond en comble pour apprécier donc cette guerre de communication qui se lie et se vit désormais entre les autorités françaises, mais surtout le gouvernement de transition, sur la question donc du nord du Mali, où on le rappelle depuis bientôt 3 semaines, les autorités maliennes ont donc engagé une véritable contre-offensive avec le point de chute Kidal, qui devrait donc dans les jours, du moins dans les heures qui arrivent, être donc désormais un territoire récupéré par les autorités maliennes. Nous faisons le tour de cette actualité avec nos invités qui sont avec nous en plateau et en multiplex. Le débat panafricain, c'est justement ouvert. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Eh bien, sans armes ni Bible, nous venons au nom du magistère de la parole, si dûment
reçu par vous, amis téléspectateurs, vous permettre d'avoir la quintessence de l'information, la vraie, la bonne, celle qui vous donnera certainement les coups de France pour continuer à mener cette lutte, somme toute ardue, mais une lutte dont l'issue est déjà connue, celle de la victoire. Pour en parler avec nous, nous sommes bien entendu accompagnés comme à chaque fois de brillants analystes triés sur le volet qui nous permettront de contourner avec beaucoup plus d'aisance ce fait d'actualité. Jonathan Matenguene, vous êtes socio-politologue. Merci de nous retrouver sur ce plateau du débat panafricain. C'est moi qui vous remercie, mon frère Ndoum, en même temps que je vous transmets chaleureusement le bonsoir. Le bonsoir est également adressé à l'égard de nos éminents aînés qui sont là, les pionniers du grand débat panafricaniste. C'est devenu une grand-messe sur le continent et il faut en être fier. C'est la construction originale des Africains. Bonsoir aux techniciens, M. Somba, M. Carlos, qui sont de l'autre côté de la baie vitrée, à tout le personnel d'Afrique Média, à toute l'Afrique qui s'éveille, qui nous regarde, tous les fans d'Afrique Média de par le monde. Nous voyons les vidéos qui sont bien et abondamment relayées dans les réseaux sociaux. Nous leur disons, c'est aussi ça l'autre part de combat. Nous adressons toute notre solidarité au peuple frère de la Palestine qui en ce moment vit l'agression lâche, mais surtout le génocide par les forces de Tsahal contre ce peuple qui mène sa résistance et qui est pourtant diabolisé dans les médias occidentaux. Hier, nous avons tenu l'émission Grand Frère Bertrand sur un autre plateau. On peut le citer parce que c'est une chaîne Pan-African Media. Je me suis rendu compte de manière fort désagréable ce matin que le fil de l'explication sur les sionistes a été carrément censuré sur YouTube, donc ça a été coupé et ils ont fait passer l'émission à un autre moment. Donc c'est le moment de revenir là-dessus parce que ce qui gêne, c'est ce qui est la vérité. L'État d'Israël, c'est la consécration, c'est ce que nous disions hier, c'est la consécration du projet nationaliste juif qui s'appelle le sionisme. Et je tiens à préciser, le professeur Mbelek a souvent parlé de la haine que beaucoup de Caucasiens mènent contre les Africains. Il faut le dire ici, quand on parle de la haine contre l'Africain, c'est principalement actionné par les sionistes. C'est les sionistes qui mènent les politiques racistes contre les Africains et c'est les sionistes qui activent toutes les dynamiques autour du racisme. Je tiens à rappeler que les sionistes contrôlent l'organisation en France qui s'appelle SOS Raciste. Et c'est un raciste de premier plan, Bernard-Henri Lévy, qui est un sioniste, qui actionne les leviers à ce niveau-là. Il est à la fois dans le camp des racistes et il est de l'autre côté également prétendant défendre... c'est un colonel de Tsahal certainement, ou bien du Mossad. Mais les sionistes ont ce projet de domination et les sionistes ont un projet de remplacement. Je le dis pourquoi? Parce que les textes sur... il existe des textes, que ce matin nous étions en train de les feuilleter, des textes sur les juifs, les vrais juifs. Ça, c'est bien de le préciser, mon frère Ndoum. Parce qu'on parle tout le temps de la haine contre les juifs. Figurez-vous, les peuples du golfe de Guinée, ils se trouvent quand les Portugais arrivent, ils appelaient ça le Golfo de Judeo. Golfo de Judeo, ça veut dire quoi? Golfe des Juifs, de Judée. Ça veut dire que les peuples qui étaient répertoriés dans cette zone étaient réputés être des Juifs. Un autre élément, il y a une preuve historique qui a été mobilisée par les historiens et qui est davantage creusée, qui montre que les Juifs qui étaient au Portugal et qui ont subi le génocide, qui ont subi l'aversion des rois caucasiens, c'était pour la plupart des Noirs. Et quand vous regardez la haine contre le Noir, vous comprenez qu'il doit y avoir une usurpation d'identité. Une usurpation d'identité ou une querelle autour de l'identité qui amène un combat à mort contre celui qui aurait ou bien qui a finalement l'identité sacrée qui est tant revendiquée. L'enjeu... Merci. Les textes anciens, les textes les plus anciens parlent de cette question noire
dans ce qu'on appelle la question juive. Et aujourd'hui, ceux qui se revendiquent être les Juifs, mais qui en fait sont des colonisateurs autour de l'idée sioniste, sont en train de perpétrer un massacre en Palestine. Je précisais là-dessus parce qu'il faut que les Africains sachent que le combat, et quand je dis le golfe de Guinée, il ne faut pas que les gens se limitent à simplement la partie de l'Afrique centrale. Au Sénégal, plusieurs peuples sont, d'après les écrits historiques, sont réputés être des peuples d'origine juive. C'est bien écrit dans ces textes anciens, Black Jewish, Black Jews, Black Jews. Donc, cette question du juif noir qui dépasse de loin ce qu'on appelait les Falachas, ou bien ceux qu'on appelle les Kikuyus, qui officiellement sont reconnus, ça pose un réel problème. Et le professeur Mbelek, qui sera avec nous certainement, il a toujours parlé de cette question de l'identité. Les Kikuyus, tout à fait. Les gens ne savent pas qu'il y a les Juifs au Kenya. Donc, on a souvent voulu limiter la judaïté africaine au niveau des Falachas, mais c'est vraiment à dessein. C'est à dessein pour créer l'idée que que Salomon aurait laissé juste une trace en Éthiopie. Et pourtant, la question juive est éminemment africaine. Elle est éminemment africaine. Et aujourd'hui, ceux qui ont une politique de colonisation, ceux qui animent la politique raciste contre les Noirs, savent effectivement contre qui ils se dressent. On trouve même en filigrane les véritables raisons de la colonisation, les véritables raisons de la traite négrière. Il fallait éliminer une population qu'on sait être certainement le peuple sacré, le peuple qui est décrit dans les écritures de ceux qu'on a appelés les Hébreux. Merci à vous. Bravo. Jonathan Batengele pour cette restitution historique des faits qui nous permettent de mieux apprécier effectivement la situation qui prévaut actuellement au Moyen-Orient. Merci infiniment à vous. Juste à vos côtés, il est analyste politique, membre du nouveau mouvement populaire au Cameroun, Bertrand Tatina, qui est à nos côtés. Bertrand, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à toute la galaxie panafricaine. Bonsoir à Jonathan. Effectivement, hier, nous avons été sur Pan-African Media TV. C'est la chaîne de Bachir. Pourquoi vous ne voulez pas prononcer le nom de Bachir? On n'a aucun problème avec Bertrand. Vous avez un problème avec Bachir. Voilà, Bachir Mamadou. D'ailleurs, cette chaîne est partenaire d'Afrique Média. Tout à fait. Afrique Média, leader incontesté et incontestable du débat panafricain. Donc, Pan-African Média, nous sommes partenaires. On est souvent là-bas le samedi, échiquier international, et bien 17h00, heure de Douala. Calez-vous, le président Bandayi était dans la semaine. C'était une émission d'un succès retentissant. Ben voilà. Donc bonsoir à tous ces milliards de téléspectateurs. Je vous présenterai les autres panélistes en place. J'ai deux sujets rapidement. Le premier sujet concerne le tronçon de la route sur Douala PK14, PK21. Est-ce que c'est sérieux d'avoir un tronçon de route comme ça? Je rappelle que cette route donne sur ce qu'on appelle une institution universitaire. Il y a l'école supérieure polytechnique, il y a les facultés de sciences, et il y a pléthore d'entreprises et de domiciles. Il y a 4 ans, l'État du Cameroun a expliqué que la route allait être faite. Les gens riverains ont été détruits et cassés. Absolument rien. C'est un véritable calvaire. C'est un véritable calvaire. Il aurait fallu avoir les images, mon cher Fabrice, et mettre ces images les mettre à la disposition de qui de droit. Comment peut-on faire vivre des gens dans des quartiers où il n'y a pas d'accès? Il n'y a pas une politique d'urbanisation des villes. Il n'y a pas de transport public. On dira que la Socatu est là. Comment un enfant part de Akwa, d'autres quartiers de Douala, pour aller à l'université en faculté de sciences? Eh bien,
Ceux qui sont chargés de faire ce travail, ils n'apportent aucune réponse. Le ministre Nganou Djoumessi a fait d'ailleurs 2 descentes très récemment pour évaluer les travaux qui sont toujours au point mort. On nous a fait savoir que ce serait en tout cas une entreprise chinoise qui aurait, tout est encore conseil parce qu'il n'y a eu aucune communication officielle là-dessus. Vous savez comment on appelle ce monsieur? Le ministre de qui vivra verra. Certains l'appellent taux d'avancement. Il n'a que ça dans la bouche. Nous sommes dans un taux d'avancement de 20%. Il revient 4 ans après, 30%. Je ne sais pas pourquoi on ne le décore pas. Il y a certains qui ont eu à gérer les chantiers de la canne avec tout ce qu'on a entendu contre lui. Ils ont été décorés avec un discours dur, fort. Que le chef de l'État a reconnu votre talent, chef de l'État. Vous savez, ils ont ça au Cameroun, c'est qu'aujourd'hui, ils mettent le chef de l'État dans tout. Ça nous gêne. Nous sommes les soutiens du chef de l'État, ça nous gêne. Moi, je l'ai dit ici, le chef d'État ne distribue pas les matelas. Je suis allé lire la Constitution. Il dit, mais M. Tatinda, toi-même, tu parles tout le temps du chef de l'État. Quelles sont les missions d'un chef de l'État? Il ne distribue pas les matelas. Il ne distribue pas les matelas. Il oriente. Il donne une orientation d'une politique générale. Et il nomme un gouvernement pour faire appliquer une politique générale. Vous savez qui distribue les matelas? Un organisme de ce qu'on appelle une sécurité civile, logé au ministère de l'Intérieur du Cameroun. C'est-à-dire c'est eux qui anticipent sur les éventuels risques, qui mettent en branle les moyens de l'État, y compris accompagnés par les moyens sécuritaires, et qui recasent ceux qui ont été victimes de catastrophes et qui donnent les matelas. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas Maman Chantal Biya. Voilà le matelas de Maman Chantal Biya. Voilà le matelas du président de la République. Ça ne va plus mobiliser quelqu'un, ça. Or, PK14 et PK17, comme on dit, c'est invivable. Ça va jusqu'à Bonnet-Poupa. Vous avez peut-être choisi de vous arrêter là parce jusqu'à PK21 d'ailleurs, on a délocalisé la nouvelle prison de Douala. Une partie, il paraît qu'une partie de la prison a commencé à être délocalisée dans le secteur. Vraiment, nous regardons notre gouvernement parce que c'est un gouvernement effectivement qu'il faut aujourd'hui regarder. Tous les Camerounais regardent ce gouvernement. On a tellement attendu qu'il y ait un réaménagement, qu'il y ait même un conseil de ministres où on donne un certain nombre d'instructions, que sur certains cas même, la justice puisse passer. Rien ne se fait, on est là, on attend, et bien nous regardons ce gouvernement. Nous disons, c'est pas grave, oubliez cet espace, allez peut-être vous lancer, ils vont relancer la deuxième phase de l'autoroute, ils ont dit. Il paraît qu'ils veulent relancer la deuxième phase de l'autoroute et qu'ils disent au président de conclure et de donner autorisation pour une nouvelle convention de prêt. Puis ils vont relancer la deuxième phase de l'autoroute. Est-ce que je peux parler d'un deuxième sujet sécuritaire qui concerne le Cameroun? Nous avons eu une dépêche comme ça rapide d'un ami qui nous explique qu'il y a une convention de collaboration qui a été signée en Norvège. Elle prévoit quoi cette convention? Eh bien, cette convention de collaboration, c'est un accord de défense entre une branche militaire de l'Ambazonie, de la République démocratique de l'Ambazonie, et une branche militaire de la République démocratique du Biafra. Donc, ils ont décidé donc, de se mettre ensemble et d'attaquer les intérêts vitaux des deux pays en vue de célébrer, avec très certainement une invitation à M. Biden, leur indépendance. Nous sommes pertinemment, et nous savons pertinemment que les services sécuritaires du Cameroun sont au courant. Nous le disons ici à l'attention des Camerounais qui étaient encore dans une perspective de croire que c'était un problème sociopolitique, mon frère. Et qu'il fallait un grand dialogue national avec toutes les parties. Une façon, comment je vais dire que, d'exiger et de faire du président Biya le créateur des politico-militaires au Cameroun. On peut tout reprocher à l'État du Cameroun, mais au Cameroun, on ne crée pas les politico-militaires. Il n'y a pas de politico-militaires. Et on demandait au président de la République de recevoir ses patrons. Je rappelle que la convention a été signée en Norvège. La Norvège a un ambassadeur au Cameroun. La Norvège a un ambassadeur au Cameroun. Et on ne comprend pas, jusqu'au moment où je parle, comment aucune autorité n'ait convoqué cet ambassadeur, ne serait-ce que pour lui demander s'il est au courant. Est-ce qu'il est au courant? La Norvège est un pays de paix.
Et nous disons à l'ambassadeur norvégien qui nous suit, quand on accepte dans son pays que pareille convention soit signée, ça ne sécurise même pas les enfants de ce pays. C'est-à-dire que si la Norvège dit « nous on n'a rien vu, on ne sait rien » et accepte que pareille convention soit signée dans son pays, croyant que les effets de cette convention ne vont insécuriser que dans la République démocratique de l'Ambazonie et dans la République démocratique du Biafra, tant pis pour les Norvégiens. Tant pis pour les Norvégiens. On se rend compte aujourd'hui qu'aucun pays n'est en sécurité sur les questions de terrorisme. Donc c'est en se donnant la main, c'est en collaborant, c'est en travaillant avec les services sécuritaires des pays, c'est bref, en étant ensemble. Voilà donc les amis, c'est-à-dire que les amis du Cameroun entre guillemets. Des gens qui nous sourient le jour, qui disent nous apporter toute la collaboration dans la lutte contre le terrorisme. Et quand je cite le Cameroun, eh bien, il faut regarder ça même à une échelle beaucoup plus grande, à l'échelle africaine. C'est-à-dire que ces pays qui sont vos amis, on va voir avec tous les sujets qu'on va dérouler aujourd'hui, qui vous, en quelque sorte, qui vous accompagnent, qui vous encouragent, alors que dans leur pays se signent des conventions criminelles chargées d'attaquer les forces de sécurité et de défense et de détruire totalement les États et les pays. Ça a été signé en Norvège. Je ne sais pas si j'ai le nom. Il y a M. Ayabacho qui a représenté en quelque sorte la partie de l'Ambazonie. Et puis il y a un certain, je crois, un certain Aka. On dit qu'un certain Aka, ouais, qui a représenté la partie du Biafra. Donc nous regardons et on attend voir ce que cette convention va donner. Elle donnera véritablement rien aussi longtemps que vous êtes avec nous sur ce plateau, parce que vous êtes en tout cas la voix des sans-voix et qui permet de défendre cette Afrique libre. Professeur Jean-Paul Mbelek, vous êtes également à nos côtés, astrophysicien, analyste politique. Des questions historiques ne vous sont pas également étrangères. C'est un réel plaisir que d'être avec vous. Bonsoir, prof. Bonsoir Fabrice. Rapprochez-vous de votre micro, je vous en prie, prof. Bonsoir Fabrice. Bonsoir mes copanistes. Donc, président Mandakani, Bertrand Tatsinda, Jonathan Batengene et celui qui vient d'arriver, je vais présenter avant toi. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à Dr Bassedekine. Je pense que je le remplace. Personne ne remplace l'autre. Je suis heureux de le remplacer. Non, c'est lui qui est là le dimanche. D'accord. Je pense qu'il y a eu un empêchement, donc je suis là à sa place. Et je suis content de le remplacer au pied levé. Voilà. Et c'est mon plaisir souvent, c'est de vous écouter, vous, le dimanche. Moi, j'étais là hier déjà. Je vous écoute tranquille. Mais je vais participer. Donc, je suis heureux d'être dans cette auguste assemblée. Donner notre opinion, nos avis et nos recommandations, le cas échéant, aux autorités, éclairer davantage nos populations, parce que nous sommes en guerre, une guerre de libération totale, une guerre de conquête de souveraineté, qui cette fois-ci doit être définitive. Effectivement, quand je suis entré, bonjour à l'équipe technique et à tout le staff. Jonathan parlait de... C'est ça? C'est pour ça que tu m'interpelles? Les Hébreux. Alors, les Hébreux, il y a quelques tentatives d'attestation du mot hébreu en Égypte ancienne, que ce n'est pas, comment dire, ça ne suppose pas, c'est pas une vérité. Mais quand on lit les hiéroglyphes, les gens, les égyptologues occidentaux, bien sûr, ont tendance à associer le mot Habirou. Le pluriel en égyptien, c'est avec le ou, comme en bambara. En bambara, le pluriel, c'est en ou. Quand on dit mousso, une femme, en bambara, le pluriel, c'est moussou, il y a un ou. En égyptien, c'est pareil. Le pluriel se fait en ou, en tout cas le pluriel masculin. Donc, on parle de Habirou, et comme ça sonne comme hébreu, alors on dit c'est les Hébreux. Bon. Il y a un autre mot, une autre attestation, à l'époque du pharaon Meremta, et on parle là de Israël. Et donc on dit comme ça sonne Israël, donc c'est Israël. Bon, un peu tiré par les cheveux, quoi, à mon avis. Mais ce qui est sûr, si on veut une attestation qui est reconnue par les assyrologues au Moyen-Orient, il faut aller, une attestation ancienne de ce qu'on peut appeler les Hébreux, il faut aller cette fois-ci à Persépolis. C'est dans l'Iran actuel, Persépolis. Là, on a des marches d'escalier qui sont restées. Donc il y avait un palais où
le roi Darius I, et puis tous ses successeurs jusqu'à Assurbanipal, etc., accueillaient donc des délégations venues de l'étranger, chacun apportant ses offrandes. Et là, il y a des marches d'escalier qu'on appelle Apadana. Enfin, le palais, c'est Apadana. Donc, Apadana Stèse sont ces marches d'escalier. Et sur les côtés des marches d'escalier, on a donc des personnages qui sont dessinés, gravés. Et donc, en particulier, il y a un groupe de personnages qui emmenent des présents qu'on reconnaît comme, il dit juifs. Alors, bon, juifs, hébreux, je pense qu'à cette époque, on va plutôt dire hébreux. Et quand on regarde ces personnages, c'est vrai, ils ont des cheveux crépus, ils ont toutes les caractéristiques des nègres. Bon, il manque que la peinture. Encore que, je me demande si c'est vraiment un manque de peinture, puisque sur l'ensemble de ces bas-reliefs, il y a quand même la peinture noire. En particulier, on voit bien que les Perses sont noirs. Mais quand je dis noir, c'est noir ciré. Il n'y a pas que les Perses, y compris les populations des Lydie. Ils ne sont pas les seuls. Et nous avons, j'en profite pour le signaler, une délégation qui vient du Congo RDC d'aujourd'hui. Souvent, cette délégation, les gens la présentent comme des Nubiens, des Éthiopiens. Mais pourquoi? Parce qu'on n'ose pas imaginer que l'Afrique, le centre de l'Afrique, ait pu avoir des relations jusqu'à Persépolis. D'autant plus que les Perses n'ont jamais eu de domination sur ces régions. Ils se sont limités au nord de l'Égypte. Ils n'ont même pas pu dépasser le Soudan. Mais non, ce sont des délégations, des ambassadeurs. Ils amènent des présents, un échange. Nous avons la même vignette d'ambassadeurs venant de Côte d'Afrique de l'Est vers la Chine. Mais ça, c'est un peu plus tardif, parce que là, nous sommes déjà là au XVe siècle. Alors, 15e, 16e siècle. Mais sinon, comment on sait que cette délégation vient du Congo? Parce qu'ils ont un animal particulier qui est endémique au Congo et n'existe dans l'ensemble du monde qu'au Congo, exactement dans le parc des Virunga, et nulle part ailleurs au Congo qu'au parc des Virunga. Il y a un autre animal qui n'existe qu'au Congo, ça, il faut aller approcher vers l'embouchure, c'est le bonobo. Le chimpanzé bonobo n'existe qu'au Congo, dans une région précise du Congo, vers l'embouchure du fleuve Congo. Voilà. Et donc, qu'est-ce que cet animal-là, que portent ces Congolais-là? Parce que je dis que c'est les Congolais, c'est un okapi. L'okapi n'existe que dans le parc des Virunga. Vous pouvez faire le tour du monde, le tour de l'Afrique, le tour du Congo même. L'okapi n'existe que dans le parc. C'est quoi? Il est zébré et il a une tête de girafe, un cou moyen. Il n'atteint pas la taille du girafe, mais il est long. C'est de l'okapi. C'est le dernier endroit où on trouve encore. Et vous voyez dans ces régions d'Est, où il y a des vestiges, on trouve même les deux ossements qu'on appelle os d'Ishango, qui attestent l'invention des mathématiques il y a 25 000 ans en RDC. Eh ben, c'est là-bas qu'ils font la guerre. Le M23, tous ces salopards-là, ils détruisent l'endroit, qui est un parc national, hein, ils détruisent l'endroit, ils retournent la terre, donc c'est même pas sûr qu'on va retrouver des objets intacts, sans compter les okapis, est-ce qu'il y en a encore de vivants? Oui, voilà aussi les conséquences inconsidérées de ce genre de personnages inconscients, des barbares comme ceux du M23. Leur barbarie n'est pas seulement d'ordre politique, c'est aussi des crimes culturels qu'ils commettent. Voilà. Et on voyait que c'est forcément des inconscients qui mènent ce genre de lutte. Donc, si on veut revenir sur le sujet, je disais donc là, c'est l'attestation des Congolais. Ça, c'est clair, à cause de l'Okapi. Sachant que n'apporte au roi que les présents de chez toi. Ce n'est pas des présents que tu as achetés en route et tu vas donner au roi. C'est des présents caractéristiques de chez toi. Donc l'Okapi étant caractéristique du Congo, c'est une délégation du Congo. Il y a donc longtemps que l'Afrique a des relations avec l'Iran. À l'époque, c'était des Achéménides. Ensuite, il y a eu des Sassanides. Bon, maintenant, c'est d'autres Iraniens qui sont là. Et je veux également souligner que les Hébreux sont noirs. Il y a, en Afrique du Sud, on a les Lemba, qui sont des Juifs, pratiquent la religion juive. En Côte d'Ivoire, on a les Dan, pratiquent et moi-même, je m'appelle Mbelek, non? Le nom Mbelek même, c'est de l'hébreu. Oui, j'explique. Par la linguistique comparée, sachant que j'ai eu un très bon professeur de linguistique, même si ma formation était informelle avec Théophile Obenga. Voilà. Mbelek, c'est un phénomène linguistique qu'on appelle l'épenthèse du B. L'épenthèse en général. Et là, c'est la lettre B, qui est épanthétique. J'explique. C'est quoi une épenthèse? En français, quand on dit va-t'en, le T, là, est épanthétique. On devrait dire va-en, mais ça ne sonne pas bien. Donc on met le T. Ça s'appelle l'épenthèse. Là, c'est la lettre T. Dans le cas de Mbelek, l'épenthèse, c'est le B. Parce que c'est Melek à la base, qui veut dire roi. Ok? Et ça donne Mbelek. D'ailleurs, dans l'hébreu actuel, Melek, c'est roi. En arabe, on a Melek, on a Malik. C'est des prononciations différentes. Mais en fait, c'est Melek qui donne Mbelek. Et ce n'est pas Jean-Paul Mbelek qui rêve comme ça et puis commence à dire, parce qu'il connaît un peu de linguistique. Je vous invite à lire Wagnou Eugène. Il en parle. Et ce n'est pas le seul. Donc, c'est connu que le nom. Et le nom Mbelek n'a pas de sens en Bassa,
Donc tous les Bassa n'ont qu'à chercher que veut dire Mbelek. Ils ne trouveront pas. Parce que ce n'est pas un mot d'origine Bassa. Okay? Il y a une expression en Bassa où on trouve Mbelek. C'est Nson ou Mbelek. Nson, c'est le labeur. Ou de Mbelek. Et on ne traduit pas Mbelek. C'est un labeur de Mbelek. Mais non, traduction globale. Parce que Mbelek ne peut pas être traduit. Ça s'appelle un labeur de Mbelek. C'est quoi un labeur ou un travail de Mbelek? C'est un travail qui n'apporte pas de bénéfices matériels. Je porte bien mon nom. J'ai chuté. Merci infiniment à vous, grand prof. Et donc, on comprendra que peut-être si on va pousser le bouchon très loin, peut-être je suis aussi un juif. Pourquoi pas? Bon, il n'y a pas d'honneur spécial à ça. L'histoire étant ce qu'elle est, ce qui compte. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est tout. Voilà. Magistral professeur. Allez, on va retrouver notre quatrième invité sur ce plateau. Lui, il est membre de la société civile, Maître Janvier Momo, qui est à nos côtés. Merci infiniment d'être là. Maître, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Un grand bonsoir au professeur Mbelek qui vient de nous faire une très très grande démonstration. C'est ça le plateau d'Afrique Média. Très souvent, il faut connaître l'origine de nos noms, la signification de nos noms, parce que parfois, sans le connaître, nous suivons l'histoire et même... Est-ce que nous la suivons finalement, nous la subissons à la fin? Nous la suivons, parfois nous la subissons, au propre comme au figuré. Donc, je salue le professeur Mbelek, je salue le président Bandakani, mon frère de lutte. Je ne vais pas oublier Bertrand Tatinda, qui a évoqué tout à l'heure un sujet très sensible sur le plan sécuritaire. Je salue le jeune loup Jonathan Batengene et je prie ce jeune garçon de ne plus nous abandonner dans la lutte. D'ailleurs, il y est. Nous avons besoin qu'ils y soient de façon constante parce qu'eux, ils sont les porte-flambeaux du combat de demain. Alors, je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Média, les techniciens sans lesquels les émissions ne sont pas possibles. Avec votre permission, monsieur le journaliste, monsieur le modérateur, je vais saluer particulièrement l'armée du Cameroun. Professeur Mbelek, j'ai parcouru de Manfé à Douala, dans le sud-ouest. Et sur le chemin, vous ne pouvez pas savoir. Ils sont là. Ces enfants qui portent les couleurs du Cameroun sont là. De jour comme de nuit. Loin de la corruption des administrations centrales. Ils sont au front. Quand vous leur posez la question, ils vous disent le Cameroun est indivisible. Allez faire la politique. Nous ne sommes pas dans la politique. On nous a appris les limites, les frontières du Cameroun. Nous allons protéger ce pays. Nous allons assumer notre serment de militaires que nous avons prêté jusqu'à notre sang. C'est ce que ces enfants vous racontent. Je dis bien de jour comme de nuit. Parce que ce n'est pas évident de traverser cette zone de façon diurne. Parce que très souvent dans la journée, c'est plus compliqué que la nuit. À des moments, le véhicule s'arrête. Vous ne voyez pas celui qui a arrêté le véhicule. Et puis des gens vont sortir de l'ombre. Ils commencent par vous saluer. Ils vous demandent vos pièces. C'est ça l'armée du Cameroun. C'est ça cette armée que nous avons besoin. Il y a 2 semaines, je suis parti de Kerawa à Maroua. J'ai vu exactement le même dispositif. J'ai dit exactement le même dispositif. Je salue tous ceux qui défendent l'État du Cameroun. Je les salue et je leur dis, vous nous apprenez comment est-ce qu'on peut aimer son pays et comment est-ce qu'on peut aimer son continent. Oui, je dis bien de jour comme de nuit, à l'abri, je le répète, des corruptions des administrations centrales, à l'abri de tout ce que vous pouvez imaginer. Ces enfants portent les armes, ils portent le vert ou jaune, bardé de l'étoile, et puis ils vous disent, nous défendons notre pays, nous allons le défendre. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous dise ce que nous avons à faire. Une chose est sûre, nous perdons des éléments, mais nous aussi nous infligeons des pertes à l'ennemi. Et c'est de cette manière que les frontières du Cameroun sont et seront préservées. Je salue l'armée du Cameroun. Je salue le commandant en chef de cette armée. Je ne vais pas oublier le ministre en charge de la défense, le ministre délégué à la présidence, qui, un des soldats nous a dit, nous avons le support de la hiérarchie. C'est tous. Quand nous savons que la hiérarchie est avec nous, de jour comme de nuit,
nous sommes capables de nous sacrifier. Donc, vous me donnez l'occasion de saluer cette armée du Cameroun. Mon frère Janvier, De la saluer. c'est une réponse de ces militaires qui s'adresse à beaucoup de personnes, même à Yaoundé. Cette réponse que vous donnez de savoir que ce pays doit rester debout, les frontières de ce pays doivent être tenues, l'État doit rester debout. Je crois que s'il y a quelqu'un qui ne veut pas décoder ce message, c'est son problème. D'accord. S'il y a quelqu'un d'influent. Merci. Parce que, voilà. Maître, Donc, chuter, je vous en pour prie. chuter, Ouais. nous allons tout simplement dire à ces forces de défense qu'ils ont le soutien du peuple camerounais. Bien sûr. De jour comme de nuit. Mais dans les tréfonds des quartiers, Bien les sûr. gens sont conscients de ce que c'est du sacrifice suprême de ces enfants au front, dans des multiples fronts, que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, à l'extrême nord, dans la Damawa et même à l'est du Cameroun, ou même hors des frontières pour les éléments qui sont déployés, par exemple en République centrafricaine, dans le cadre de la MINUSCA. Donc, pour nous, c'est un témoignage de quelqu'un qui a touché du doigt la chose, un témoignage de quelqu'un qui, de jour comme de nuit, a touché du doigt la chose. Je dis à cette vaillante armée du Cameroun, merci. Le peuple vous dit merci et le peuple vous regarde. D'accord. Merci à vous, Maître Janvier Momo, pour ce témoignage assez émouvant. On n'en fait pas souvent beaucoup à l'endroit de ces forces, de cette armée qui est pourtant loyale, qui paye le prix fort, en tout cas, de la sécurisation de notre État. Merci pour ce témoignage à l'endroit donc de ces forces vives de la nation, le tout dernier sur ce plateau. Non de moins, c'est un éminent panéliste qui nous accompagne, qui nous a éclairé, qui nous éclaire encore et bien sûr qui nous permet d'en savoir un peu plus sur les différents sujets qui sont évoqués lors de nos différents passages sur ce plateau. Président Madakani, merci d'être là. Bonjour. Merci Fabrice. Ouais. Nous remercions le vrai Dieu qui vous a gardé, a permis que vous soyez avec nous cet après-midi. Et j'ai une pensée pour votre épouse que j'aime beaucoup. Tout à fait. J'ai une pensée particulière pour mes copanélistes. Une pensée particulière pour eux tous, pour Sabelek, Maître Momo, Bertrand Tassinda, Jonathan Batengene. Ils savent tous l'immense considération et le lien fort, fraternel, historique et militant qui nous lie depuis des décennies, bientôt des décennies. Je salue les techniciens, je salue Carlos, je salue Jérôme, je salue les téléspectateurs qui sont attachés à ce média, à cette chaîne, à cette émission depuis des années, depuis bientôt plus d'une décennie. Fabrice. Ben, j'ai écouté mon prédécesseur sur l'armée de notre pays. Maître Momo vient de rendre un hommage vibrant à l'armée du Cameroun, Bertrand l'a fait aussi. Ben, je ne dirais pas grand-chose concernant l'armée. L'armée sait qu'elle a notre soutien, qu'elle peut compter sur nous. Je suis au courant des gesticulations des ambazoniens qui signent des alliances avec leurs collègues biafrais sur le territoire finlandais, Norvégien. norvégien. Les Norvégiens sont en train de commencer leur colonisation maintenant au XXIe siècle. Depuis qu'ils ont un fonds souverain, ils veulent s'entraîner dans la colonisation de nos amis norvégiens. Nous, si... pourtant nos amis présents. Oh, c'est mal de parler. On a souvent des très mauvais amis. On peut continuer à les appeler les amis, non. Ça fait quoi? Ça fait rien. Bon, vous voulez dire que je n'aime pas les Norvégiens? Non, je ris parce que je ris parce que... On tâchera d'être désormais anti-norvégien. Mais moi, ça va bien parce que les Norvégiens, ils veulent expérimenter les aventures coloniales au XXIe siècle. Dès là qu'ils ont des fonds souverains, ils expérimentent. Ils hébergent des criminels à Bachot. Tu l'appelles qui, Bertrand? Ayabacho. Non, moi, j'ai de l'appel à garder le nom des gens, des trucs comme ça à mettre. Ayabacho. Même son nom parle plus que tout. On m'a dit, président, c'est les parents qui donnent le nom de... Tu ne peux plus ça, mais vous voulez qu'il fasse comment? Ayabacho, voilà. Il allait signer les accords avec son frère du Biafra. Les Biafra, ils veulent fédérer leurs énergies. On va nous distraire, on dit que c'est en Norvège. Moi, je dis, ce sont les Américains. Nous ne sommes pas des enfants dans cette affaire-là. Ce sont les Américains. Mais moi, j'ai déjà dit ici depuis des décennies. Nous l'avons déjà dit ici. On les attend. Moi, j'attends les déstabilisateurs du Cameroun. Qu'ils soient internes ou externes. Qu'ils soient en concubinage incestueux pour rendre hommage à un de nos anciens companélistes qui n'est plus là.
mon frère Yann de Dia ici, on les attend. Le Cameroun vous attend. Et cette pression américaine commence à être assez vivante, du moins assez réelle. La semaine dernière, on parlait de cette visite du patron de la CIA qui était venu au Cameroun. Et certains d'entre vous nous laissez croire que les États-Unis veulent tout faire pour avoir une véritable base militaire au Cameroun. Et quand on voit le chemin qui se dresse devant nous aujourd'hui, on a envie de croire qu'il faudra tout faire pour avoir un pied peut-être au Cameroun, en tout cas pour les États-Unis, militairement parlant. Mais Jonathan, tout à l'heure, vous a convoqué la question du sionisme sur cette table. Vous ne comprenez pas ce qu'il a voulu dire. Peut-être que vous faites exprès ou quoi, mais bon, vous êtes dans votre rôle. Hein. Qui est le parrain du sionisme? Ce ne sont pas les Américains. Tout à fait. On a suivi d'ailleurs Anthony Blinken à le dire officiellement. Moi, j'ai vu tout à l'heure, je veux dire un mot là-dessus. Vous avez décidé de ne pas mettre ça dans nos thèmes maintenant, dans les débats panafricains. C'est dans la deuxième partie. Oui, vous le avez ça là, ce que vous appelez international. Mais il n'y a plus international que le débat panafricain. Hein? Ben, c'est bien, ça ne nous gêne pas. Non, je vous l'assure. C'est la programmation. Non, je ne critique pas la programmation, mais je dis ce que je dois dire. Non? Donc moi, je ramène ça là, tout à l'heure, je vais dire un mot là-dessus. Donc tout ça, vous ne croyez pas que le sort du Cameroun se joue dans ce conflit que vous appelez conflit israélo-palestinien? Mais faites le métier, vous démontrez comment le sort du Cameroun se joue là-dedans. Il y a 2 dimanches passés, vous n'avez pas dit ça ici. Qui assure la sécurité du président camerounais? Une partie Israël. Ah, une partie, hein. Nous, on les attend. Le Cameroun les attend. Le Cameroun, ce n'est pas le président Paul Biya, hein, ce n'est pas le patriarche, il est seulement le président. Le patriarche Paul Biya est seulement le président du Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun les attend. J'ai déjà indiqué ici plusieurs fois que ce que les Américains cherchent au Cameroun, ils vont trouver. Ce petit pays de merde. Ils vont trouver ce qu'ils cherchent au Cameroun. Nous savons que tout ça, vous fédérez, machin. La pression, c'est qu'il faut à tout prix nommer un président anglophone au Cameroun. Maintenant, il faut nommer quelqu'un parce qu'il est anglophone. Parce qu'ils ont pris les armes. On vous attend. Vous avez commencé à dire que Franck Biya est le président parce qu'il est seulement le fils du président. Donc, dès que tu es le fils du président Biya, du patriarche Biya, tu es de fils présidentiable c'est-à-dire par biologie et par le sang. Toutes ces tentatives-là, on vous attend. Vous ne connaissez pas le Cameroun. On vous attend. Donc l'armée sait que les forces inconnues, la puissance inconnue qui veille sur le Cameroun est avec elle. Parce que tout à l'heure, même moi je suis en train de dire, je dis ça autrement. Comme cette force inconnue veille sur le patriarche président pour bien l'inspirer face à toutes ces menaces-là. Quand j'ai fini de dire ça, laissez-moi parler, c'est une seconde. Hein, d'accord, président. Je vous ai déjà parlé de ça ici. 68 ans du grand Toto Guillaume. Il a appelé ça les 68 notes de sa vie. C'est le 4 novembre. Même moment où tu auras ton billet, vous aurez tous des billets, ne vous inquiétez pas. 4 novembre 2023 à Douala, dans la mythique salle de fête d'Aqua. Le grand Togui va fêter ses 68 ans. Ben, ce n'est pas une fête comme n'importe quelle fête. Il fait une pause sur le Makossa. Pause avec c'est P-A-U-S-E. Une pause pour réfléchir. Le bilan de la culture camerounaise dans son ensemble. Le bilan. Et comment on revoit l'avenir. C'est des gens comme Toto Guillaume qui ont incarné cette musique dans sa grandeur, qui ont porté. Je vous ai dit que c'est un panafricaniste, il le dit. Et avant de le dire, nous le savons. Ouais. Qui ont porté cette musique, alors qu'il n'y avait rien même pour promouvoir cette musique. Ils ont incarné cette musique. Ils ont écrit l'histoire du Cameroun par la musique. Ils ont conservé notre histoire, nos vécus. Ils les ont consignés. Ils en ont fait des récits que vous retrouvez dans leurs chansons. Au-delà de la technicité musicale, qui a fait la fierté de Makossa, et a fait de ce rythme un rythme le plus illustre dans l'histoire des rythmes dans le monde. Nous serons là pour l'accompagner. Je salue le maire de la ville de Douala. C'est vrai qu'il fait la même chose comme ça, non? Mais quand c'est bon, je dis que c'est bon. Vous ne faites pas de la talakou. Non, je n'ai pas le tapette. On me connaît pour ça. Monsieur Mbassadine, qui a compris qu'une ville doit s'incarner. Qui a compris que pour construire une ville, il faut construire l'âme de la ville. Et les artistes
sont des tisserands de l'âme de la ville. La mairie de la ville de Douala a décidé d'accompagner cet anniversaire. C'est bien, c'est un bon début. Une ville, c'est pas seulement boucher les trous. C'est bien les brigades ou boucher les trous. Mais c'est ça aussi qu'on construit une ville. C'est déjà un début. Il faut commencer à comprendre ce que c'est que la ville. C'est bien. Nous saluons le maire, Bassadine. Il faut continuer, monsieur le maire. Alors, je termine donc par le conflit israélo-palestinien. Comme vous ne voulez pas mettre ça en quelques mots, ici, puisque voilà, vous avez commencé. Vous avez commencé. Vous ne voulez pas mettre... On a un conducteur et qui va jusqu'à tout au plus. Je suis dans le conducteur. Ça, c'est l'émission, mais de toutes les émissions d'Afrique Média. Vous voulez que je vous rappelle ça? Ça, c'est l'émission qui a accouché toutes les émissions d'Afrique Média. Vous savez que j'ai un profond respect pour vous. Ce n'est pas une remise en cause de la programmation. Non, justement que je vais dire un mot. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas dans les débats internationaux. Notre débat, c'est ici. Il a une portée internationale. Je salue tous les panélistes qui s'expriment dans ce cadre-là. Ce sont mes amis. Colomb, Moreau, tous ces gens-là, ils connaissent tous les films que j'ai pour eux. Mais j'ai un mot à dire sur ça. Allez-y. Et je dois le dire sur Afrique Média, pas ailleurs, Fabrice. Tout à l'heure, Fabrice, Jonathan vous a convoqué le sionisme. Tout à fait. Vous voyez toute la terreur qui se répand dans le monde. D'abord, la conception et la compréhension de ce qu'est véritablement le sionisme a été purement galvaudé à des fins politiques pour pouvoir justifier une véritable action qui est visible aujourd'hui. Le sionisme, comme la juiverie telle que vous la connaissez, c'est une imposture. C'est une imposture. Vous avez dit de faire une émission dessus. Parce que comme nous on dit ici là sur cette affaire, elle ne va pas être dit ailleurs. Il vous a convoqué les éléments historiques pour vous dire qu'est-ce qu'un juif, leur histoire. Il vous a rappelé que les juifs, l'idée du juif, c'est en Afrique que c'est né, ce sont les noirs, les nègres africains. Il vous a expliqué pourquoi on vous a esclavagisé. Cette reine qui a contre l'homme noir. Moi, professeur Balek, on fait des recherches dessus depuis des années. Il avance dans ça. C'est pas là-dessus qu'on parle en l'air. Depuis des années, ils sont préoccupés par cette affaire. Pour savoir c'est quoi cette reine-là. Et un des éléments de réponse, c'est ça. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. La terreur se répand sur le monde, encore. La terreur sioniste. Il est interdit de dire un mot. Quand vous voulez parler de la Palestine, de la question israélo-palestinienne, on vous dit, tu es contre le Hamas, oui ou non? Oui ou non? Tu réponds, c'est ça le conflit israélo-palestinien. Tu es contre le Hamas, oui ou non? Tu es contre le Hezbollah. Alors monsieur, moi, c'est là pour vous dire, je le soutiens, ni ne condamne le Hamas. Je ne le soutiens pas. Je ne le condamne pas non plus. Non, c'est quoi? Tu es contre le Hamas, oui ou non? Tu condamnes? C'est le terrorisme. Et vous comprenez comment ils ont organisé les attentats du 11 septembre. Ils ont tué la population aux États-Unis. Maintenant, c'est connu qu'ils l'ont organisé aux États-Unis. Ils ont tué les Américains, eux-mêmes. Ils ont acculé Saddam Hussein. Monsieur, parce qu'il fallait imposer dans la juridiction morale et juridique du monde désormais l'idée de terrorisme. Pour diaboliser toutes les résistances à l'Occident. Et surtout protéger les sionistes. Est-ce par hasard que la politique du Grand Moyen-Orient s'est confondue à la création de Daesh, État islamique au Levant, ISIS? Vous avez oublié? Quel était le leader? C'était un agent du Mossad, déguisé en djihadiste. C'est connu aujourd'hui. J'ai oublié son nom, peut-être tu te souviens. Oui. Elliot. En tout cas, c'est Elliot. Oui, c'était Elliot comme ça. Elliot. Ça a été créé, Daesh a été créé par John McCain et Hillary Clinton. Pour déstabiliser tout ça. Simon Elliott. Merci, professeur Balek. Je devais compter sur vous. Simon Elliott, c'est un agent du Mossad, celui qui dirigeait Daesh, déguisé en djihadiste, monsieur. Je voudrais dire ici que le terrorisme est né dans une réunion secrète, bon, telle que vous la connaissez aujourd'hui. Il s'est fait appeler Al-Baghdadi. C'est bien, très bien. Al-Baghdadi en arabe, ça veut seulement dire qu'il est originaire de Bagdad. C'est tout. Mais à Bagdad, il y a de tout, non? Voilà. C'est lui, Elliott Simon. La version actuelle du terrorisme telle que vous connaissez est née dans une réunion aux États-Unis. Où un matin, il y a eu une réunion au Pentagone.
Et on décide qu'on va déstabiliser 7 pays, monsieur. Yémen, Libye, Irak, Syrie, Soudan, Libye. Et il y a un général qui est assis, il s'appelle Claes. Wesley Clark. Wesley Claes. Il demande, mais ces pays-là nous ont fait quoi? On dit, monsieur, c'est urgence, sécurité nationale. Ils ont fait quoi? On ne lui explique pas. Il a démissionné. Je crois qu'il est encore vivant, il a écrit des livres. Et depuis ce jour, monsieur Fabrice Ndom, comptez bien ces pays-là. Comptez le Yémen, comptez la Syrie, comptez la Libye, comptez l'Irak. Il y a un seul de ces pays qui est en paix. Oui, Bien sûr, le Soudan. Il y a un seul de ces pays qui est en paix. Président Bandakani. Oui. Oui, maître. Wesley Clark était le général en poste, patron de l'OTAN, en poste en Allemagne. Alors, pour cette déclaration, il fait un détour au Pentagone, aux États-Unis pendant ses congés. Il dit, je vais aller saluer les amis au Pentagone. À l'époque, au Pentagone, c'était des faucons. Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld et tout ce que vous pouvez imaginer. Quand il arrive, on lui présente un document, on lui dit, we're going to attack 7 countries in 5 years. Que nous allons attaquer 7 pays en 5 ans. Il pose la question, mais pourquoi son interlocuteur, notre général, il lui dit, je ne sais pas. Donc vous pouvez continuer. Merci. Tous ces pays à là où je vous parle, quand ils ne sont pas en guerre civile, ils ont été détruits dans le cadre de la politique du Grand Moyen-Orient. Ça ne vous dit rien? On est passé du Proche-Orient au Moyen-Orient, on est au Grand Moyen-Orient. Vous savez, ça veut dire l'enjeu du Grand Moyen-Orient, c'est le sionisme. Il fallait désormais remplacer la résistance palestinienne par le mot, par le djihadisme. Il fallait islamiser la résistance palestinienne. D'ailleurs, le Hamas a fait les frais aujourd'hui. Mais j'arrive. Merci. Je dis qu'il fallait islamiser la résistance palestinienne. Les gens ne savent pas que cette histoire-là, c'est la clé de la géopolitique mondiale. Ça nous concerne tous. Nous sommes tous concernés par ce conflit. L'homme qui vous parle n'est pas naïf. Je connais tout ce que les Arabes nous ont fait. La traite arabo, je sais ce que c'est. Près de 5 siècles. Et le racisme qui continue en Tunisie, même en Algérie, au Maroc, partout contre les Noirs. Je connais tout ça. Même en Mauritanie, on connaît. Mais nous savons hiérarchiser nos priorités. C'était pour ça. Et commencez depuis derrière. Vous allez comprendre d'où vient ce qui se passe dans le Sahel. Ce sont les mêmes forces qui mettent le Sahel à feu et à sang. Gratter le Sahel, gratter l'Amérique, gratter la France, gratter l'Allemagne. Vous allez trouver Israël derrière. Je dis dans le Sahel là où nous parlons. Et tout ça, c'est la conquête du golfe. Quand on dit Sahel, c'est notre nom du golfe de Guinée. Oui. Vous avez dit ça. Oui. Que les Portugais appelaient ça golfe de Judée. Donc, on ne peut pas jouer avec cette affaire, mon cher Jonathan. Vous savez pourquoi il fallait islamiser le conflit israélo-palestinien? Il fallait le traduire d'un conflit colonial en un conflit religieux. Parce qu'il fallait que le Netanyahou arrive au pouvoir. 4 mandats. Il a son 4e mandat. Vous dites qu'ici, il est le dictateur. Il a son 4e mandat. Qui est Netanyahou? Un criminel. Un assassin. Il a été placé là pour détruire tous les accords d'Oslo. Il a dit tant que c'est le Premier ministre, les Palestiniens n'auront jamais un État. Il allait alors nous présenter une carte de la Palestine sans les Palestiniens. Tout le monde sait que les Palestiniens vivent comme des cafards sur cette terre. C'est connu, c'est visible tous les jours. La maltraitance. Tout le monde sait comment, dans quelles conditions vivent les Palestiniens. Tout à fait. À Gaza et partout. Ouais. Ils colonisent tous les jours. Tu dors chez toi à 3 heures. Les militaires israéliens entrent dans ta maison. Saccagent tout. Cassent tout et s'en vont. Ils sont en train de s'entraîner. Voilà un peuple qui est devenu le cobaye de ses oppresseurs. C'est-à-dire que ces oppresseurs expérimentent les méthodes de répression sur lui-même en même temps. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont personne. On a dit comme que l'autorité palestinienne, Netanyahou et sa bande d'extrémistes, entre guillemets, sionistes, les babis et leurs chapeaux noirs, ils ont tué Isaac Rabin. Et ils ont dit que tant qu'on vivra, on va détruire tout. Il n'y aura jamais d'accord d'Oslo. Et vous savez qui parraine tout ça? Washington.
n'avait qu'à voir le balai diplomatique qui est réservé effectivement à Israël depuis le début. On est dans quel monde? Il vous parle de démocratie et de morale, de droit international. Vous voulez savoir le droit international? Allez voir ce qui se passe en Palestine. Allez voir. Vous allez voir la vraie valeur du droit international. Chaque matin, ils vous disent droit international. Ils le promeuvent en le violant. Voilà le concept du droit international. Et un matin, quand les Palestiniens s'organisent pour se défendre, on dit que c'est le terrorisme. Vous comprenez donc pourquoi on a inventé le nom? Je vous ai bien dit. C'est-à-dire qu'on vous dit non. Il faut condamner les morts de toutes parts. On a attaqué les civils. Donc, à partir du moment, maître, vous admettez que ce n'est plus un conflit colonial. Vous admettez qu'il n'y a pas de résistance palestinienne. Mais toute la défense palestinienne deviendrait le terrorisme, monsieur. Et c'est la démarche. Et ça a été le cas même en Afrique. Alors, s'il n'y a pas en Afrique, mais c'est ça l'habitude. Absolument. Ah, alors, si vous voulez réagir aujourd'hui pour défendre, si vous voulez réagir contre la France, contre les États-Unis et les crimes qu'ils font en Afrique, on m'a dit que vous êtes en train de faire du terrorisme. Tout à fait. Voilà pourquoi vous trouvez sur ce plateau que je ne suis pas un pacifiste. Moi, je ne suis pas un pacifiste. S'il n'y a personne dans ce monde pour soutenir les Palestiniens, moi je les soutiens. Et je ne condamne pas le Hamas. Les Palestiniens ont le droit de vivre sur cette terre comme vous et moi. Ils ont ce droit. Et ce droit est sacré. Alors on nous dit, il a fait un discours. Il dit qu'ils sont la nation biblique. Je l'ai ici. Et que le Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous avez les chrétiens. Vous avez les chrétiens qui prient dans l'église. Il y a le drapeau d'Israël, le drapeau du Canada, le drapeau des Américains. Mais pas celui de la Palestine. Évidemment pas celui de la Palestine. Évidemment, il n'y a pas les drapeaux des pays africains. Il n'y a pas. Et pourquoi? Ils disent que l'Amérique a été envoyée par Dieu pour protéger Israël. Et que comme l'Amérique protège Israël, l'Amérique est bénie par Dieu. Mais, monsieur Fabrice Dom, cher panéliste, n'est-ce pas là des positions politiques de haut niveau? Mais après ils vous disent que non. Un enfant de Dieu ne fait pas la politique. C'est pas ce qu'on vous dit. Non, ne fait pas la politique. Pas moi. Nous, on est en politique. Mais c'est ce qu'ils enseignent dans leur truc qu'ils appellent l'église là. On ne fait pas la politique. C'est interdit. Jésus a dit donner à César ce qui appartient à César. Je connais ce milieu-là très bien. Et voilà comment on terrorise les gens. Et que le peuple, le Dieu, le peuple élu. Mais Israël connaît Dieu quand? Élu par quel Dieu? Peut-être pour l'instant les cœurs sont endurcis. Écoutez, monsieur Netanyahou, ce criminel, a fait un discours. C'est lui qui dit qu'il est une nation biblique, non? C'est lui qui a dit que nous sommes une nation biblique. C'est lui qui a dit ça. Ah bon, ok, on le prend au mot. Prenez la Bible, lisez. Lisez l'Ancien Testament. Allez voir ce que leur Dieu dit d'eux-mêmes. Ce que leur Dieu dit d'Israël. Comment il les appelle? Un peuple criminel. Voilà un état criminel, terroriste, qu'on nous oblige, vous et moi, à célébrer. On dit dans ce monde que tu attaques le sionisme, tu es mort. Mais on est où là? On est où là? Président, je voulais ajouter un élément. Vous avez parlé effectivement de l'état d'Israël, la question de Dieu. C'est le symbole. Les Africains peuvent faire une petite étude sur le symbole. L'étoile sur le drapeau d'Israël. Sur le drapeau d'Israël. Les emblèmes en tout cas. Ils disent que c'est l'étoile de David. Il y a des gens ici qui lisent la Bible. Il y en a qui ont la Torah. Il y en a qui ont le Coran. Cherchez dans ces trois livres, vu que c'est le même texte qui sert de support. Quand je dis la Bible, prenez même la Bible éthiopienne, c'est-à-dire la Bible la plus ancienne sur la terre. Tout à fait. Vous allez voir qu'il n'y a aucune place. On parle de l'étoile de David. C'est le premier élément. Mais vous trouverez que chaque fois qu'on parle de la rébellion au sein du peuple de Dieu, c'était une rébellion qui était causée par un groupuscule et qui adorait un Dieu qui avait son étoile. Et l'identité de ce Dieu est dévoilée. Il s'appelait Moloch. Moloch, c'est un autre nom. Présenté comme un grand magicien. En fait, Moloch, c'est l'autre nom d'une divinité sataniste. C'est le Dieu. Donc, si vous revenez donc à l'élément, un groupuscule
qui a des prétentions de domination sur la terre parce qu'ils ont ce qu'ils appellent, on parle beaucoup, il y a des gens qui pensent que c'est le CRIF. Non, le Mossad travaille avec tout un groupe, on dit qu'ils sont 500 000 dans le monde. Ils sont dans une maçonnerie purement juive. C'est-à-dire une franc-maçonnerie qui n'est exclusivement que juive. Elle recrute 500 000 individus dans le monde qu'ils font appeler les Sayanim. Les Sayanim, en fait, en hébreu, c'est l'aide, ceux qui aident, mais c'est des sortes d'espions. Et ces gens sont dans tous les secteurs. C'est d'ailleurs pourquoi, quand, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que Bernard-Henri Lévy est colonel, en fait, effectivement, il est un Sayanim. Il travaille dans la collaboration avec le Mossad. C'est un agent du Mossad. Et ces gens ont parfois l'identité d'autres nations. C'est-à-dire qu'il a c'est pourquoi eux, ils se battent beaucoup pour ces affaires que Achille Mbembe défend aujourd'hui, le cosmopolitanisme, ces identités qui seraient, on vous dit, vous pouvez être français et être camerounais. Ils aiment bien ça. Ça leur permet de créer une transversalité. Mais au fond, il y a un seul pays envers lequel vous êtes redevable. Et avec les Sayanim, ils sont toujours redevables vis-à-vis du Mossad. Donc, du nationalisme sioniste qui est consacré dans l'État d'Israël. C'était pour montrer que quand ils parlent de Dieu, ils ne parlent même pas du Dieu auquel tous les autres êtres humains font allusion. Ils ont leur divinité qui est plutôt sataniste. Je veux juste rajouter quelque chose. À ma connaissance, l'étoile de David n'a été adoptée par le mouvement sioniste qu'à la fin du XIXe siècle. Et ce sont les sionistes tchécoslovaques qui ont proposé ça comme drapeau pour le futur État foyer national juif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est en français qu'on dit étoile de David, parce que ça ressemble à une étoile. Mais quand on parle l'hébreu moderne, là, qui d'ailleurs est une construction, il y a beaucoup d'emprunts à l'éthiopien, il y a d'autres langues dans le micro. Oui, en fait, en hébreu moderne, ils disent le bouclier de David, et qui n'a rien à voir avec David, en fait. Alors maintenant, je vais donner les plus anciennes attestations. Soit l'étoile, soit le bouclier, rien à voir. Oui, non, c'est pas avec David biblique en tout cas. Alors maintenant, je vais donner les plus anciennes attestations avec quelques dates de ce qu'on appelle l'étoile de David. De l'ancien au plus ancien, de tous connus jusqu'à aujourd'hui, dans cette humanité terrestre. La plus ancienne, une ancienne attestation de l'étoile de David, c'est au Congo qu'on la retrouve, en RDC. Justement, dans un des ossements, le second os d'Ishango, découvert en 1959. L'étoile de David est écrite de façon numérique, mais il est là. Pas compliqué à trouver, il y a l'étoile de David qui est là. Par des relations de symétrie, on a l'étoile de David. Voilà. Ça, c'est number one. Et ça, c'est il y a 25 000 ans. Il y a 25 000 ans, aucun de ces peuples-là, qu'ils soient hébreux ou autres, n'existait sur la planète. Et la race blanche, n'en parlons pas. Puisque quand les gens y pensent hébreux, juifs, peut-être que dans leur tête, ils voient des blancs. Alors que la description biblique même donne autre chose. Jésus avait les cheveux laineux et les pieds couleur d'airain. Je ne crois pas que c'est la description d'un blanc, blond, yeux bleus, je ne crois pas. Je n'ai pas fini. J'ai pressé, mais je n'ai pas fini. L'autre, l'attestation la plus ancienne alors, terrestre. Ça, c'est en Afrique du Sud, dans la grotte de Blombos. L'un des deux objets en ochre rouge découverts dans la grotte de Blombos, on y voit bien ce qu'on appelle, nous, l'étoile de David. Et ça, c'est il y a plus de 80 000 ans. Nous sommes en Afrique. Les deux attestations sont en Afrique et c'est les plus anciennes au monde. Ok? Alors maintenant, j'aimerais dire également, dans le conflit israélo-palestinien, actuellement avec le Hamas et l'État d'Israël, il faut noter une chose. Nous avons des populations noires des deux côtés. Je parle d'Israël d'aujourd'hui et la Palestine d'aujourd'hui. Dans le Hamas, il y a des Noirs. À l'époque, avec Georges Abbas, dans le mouvement de Georges Abbas, il y avait des populations, il y avait des Noirs nationalistes, parmi les plus nationalistes des Palestiniens. Et dans le Fatah, il y avait des Noirs. Je parle des nationalistes, hein, président. Je ne parle pas que de la population. Parce que les gens oublient souvent que chez les Palestiniens, il y a aussi des Noirs. Bon, chez de l'autre côté, dans l'État d'Israël, là-bas aussi, il y a les Falachas, il y en a des États-Unis, il y a même ceux du Kenya, ils viennent de partout. Et dans l'armée israélienne, là, il y a des Noirs. Et chez les Hamas, donc les Noirs tirent sur les Noirs. Ok? Puisque chacun est de son côté. Bon. Mais il y a une chose que j'aimerais souligner. Quand on est chez les Palestiniens, il n'y a pas de tension raciale, sauf quand il y a mariage.
parce qu'il faudrait que les Palestiniens s'expliquent. Le président a dit un mot tout à l'heure, qu'on n'est pas dupe du problème avec les Arabes. Quand il y a un mariage, les Palestiniens, alors qu'ils souffrent tous, n'acceptent pas que un noir épouse une Palestinienne blanche. Surtout ce côté-là, et même l'inverse, mais surtout ce côté-là. Bon. Mais il y en a qui disent que c'est peut-être un problème, même inconscient, de la supériorité de la race noire sur le plan génétique. Puisque les gènes noirs sont toujours prédominants. En génétique, on dit dominant même, on dit dominant par rapport aux autres qui sont récessifs. Peut-être c'est une forme de jalousie inconsciente. Parce que hormis ça, il n'y a pas de tension raciale chez les Palestiniens. Par contre, du côté de l'État d'Israël, même les falachas qu'on a apportés là, n'est-ce pas, eux-mêmes ils font des manifestations parce qu'ils sont tués par la police israélienne. Vrai ou faux? On les appelle les Noirs les Kouchis. Vrai ou faux? Donc chez les Israéliens, les Noirs souffrent dans l'État d'Israël. Mais pas que les Noirs. Même entre juifs blancs, ils souffrent. Parce que tous les séfarades ne sont pas contents du traitement qu'ils subissent des Ashkénazes. Ils ont même d'ailleurs créé une résistance dans le cadre du conflit palestinien. Sans compter que le niveau de vie dans l'État d'Israël n'est pas le top. Les Palestiniens vivent mal, c'est une prison à ciel ouvert. Mais chez les Israéliens qui imposent cette prison, pourquoi le niveau de vie n'est pas élevé? Pourquoi Israël est le pays le plus vacciné par le Covid? Pourquoi ces mêmes gens, les Netanyahou, font souffrir? C'est-à-dire que, quel que soit le problème qu'on prend, il y a un problème. Parce que pourquoi les Juifs souffrent? Nous, on est solidaires aussi des Juifs, c'est des humains comme nous. Qu'ils soient blancs, noirs, on s'en fout. Mais pourquoi il y a la souffrance en Israël? Alors qu'ils ont la plus grande protection, parce qu'ils sont en otage, parce que eux-mêmes, Israël, il faut le détacher même de la population, elle-même, elle souffre. Les gens qui gèrent État d'Israël. D'ailleurs, quand tu vas, je vais chuter là-dessus. Quand tu vas à Tel Aviv, on voit le patrimoine des Rothschild. On voit le patrimoine des Rothschild, non? Dont la même souffrance qu'ils infligent à l'ensemble du monde, ils l'infligent aussi au peuple d'Israël d'aujourd'hui. Est-ce que c'est leur peuple? Qui est sûr, c'est leur peuple? Qui est sûr? Eux, ils ne sont pas croyants. Hein. Les sionistes ne sont pas dans les affaires religieuses. Hein. Voilà. Les sionistes ont leurs propres objectifs. Il faut qu'on a, je vous en prie, nous avons un timing qui nous est réservé. Je crains que l'on puisse compter toutes nos questions. Président Malakani, vous allez, Président Malakani, vous allez aller rapidement pour... Oui, j'étais en train de dire que... autour de ce fait d'actualité. Moi, je parlais de l'axe sioniste chrétien, précisément évangélique, qui est répandu ici en Afrique. Et on terrorise les gens pour dire que non, si tu pries, d'abord vous devez prier pour Israël. Vous devez aussi prier pour les Américains, parce que l'Amérique est bénie parce qu'elle protège Israël. Ce n'est pas du christianisme, ça. Alors nous parlons. Tout à l'heure, je voulais soulever la question des Juifs noirs. Ils sont près de 120 000, 150 000. C'est à partir de 80, 90, 81 qu'ils étaient obligés de faciliter leurs immigrations. Ils sont traités comme moins que du bétail en Israël. Je dis moins que du bétail en Israël. Vous connaissez le sort des chrétiens en Israël? Puisque vous, les chrétiens, là, vous dites qu'il faut prier. Vous connaissez le sort des chrétiens en Israël? Mais je vous prends dans votre propre jeu. Ils sont traqués. On les tue. Leur symbole, on profane les cimetières chrétiens, on profane les églises chrétiennes là-bas d'Israël. Vous parlez de quoi? Mais si vous voulez être solidaire, allez jusqu'au bout. Donc on justifie un État le plus criminel de l'histoire qui se permet de massacrer pas seulement les Palestiniens, le monde entier. Le FMI c'est qui? La Banque mondiale c'est qui? Les sionistes. Le Pentagone, c'est qui? Les sionistes. L'esclavage, c'est qui? Les sionistes. La colonisation, c'est qui? Les sionistes. C'est quoi la mondialisation esclavagiste? C'est les sionistes encore. Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien, monsieur. C'est un mot pour vous tromper. C'est un conflit mondial, cette affaire-là. Il est mondial. Et tant qu'on va accepter le terrorisme d'un faux Dieu, Dieu disant, Jacob et Bachar là, on s'en fout de ça. Ça les regarde là-bas, nous on pisse même dessus. Des bêtises comme ça. Pour effrayer le monde. Je dis, allez lire son discours. Hein. Je l'ai ici, il était où? Je parle pas en l'air. Et il dit qu'ils sont face au monde. L'esprit de ghetto, il sait de quoi je parle. Les Talmudites, quand tu parles du peuple juif qu'il faut libérer là, les Talmudites, leur plan c'est d'enfermer les Juifs dans un ghetto. Toujours dans un ghetto. Qu'il y a le monde et il y a vous. Ça permet d'entretenir cette flamme diabolique pour justifier tout ce qu'ils font sur le monde entier.
Je suis venu ici apporter mon soutien à la résistance palestinienne. Il ne dort jamais ou ne dormira jamais le gardien d'Israël, Hacham, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Voilà la chute de... Très bien, avant ça, il a dit nous sommes face au monde. Il a cité tout ce qu'ils ont fait pour le monde. En fait, il insulte, il dit que sans nous, votre monde n'existe pas. C'est ce qu'il dit dans son discours. Que sans nous, celui que vous apportons la santé, on vous apporte tout. C'est nous, il le dit, il faut... Nous avons suivi je l'ai lu. Pharaon, aux Tout Grecs, ça, aux il Romains, raconte tout ça. on suivait qu'à C'est une l'institution espèce de espagnole. charte du sionisme dans le cadre de l'impérialisme globalisé pour détruire l'humanité. D'accord. Parce que quand on vous parle des vaccins, c'est qui Le Covid, c'est qui Allez fouiller, c'est qui L'idée du capitalisme universel, c'est l'OMS, purement sioniste. l'OMS, qui tient l'OMS Pas Bill Gates. Qui est Bill Gates? Un sioniste. Et alors nous parlons, Bill Gates est en train de s'installer en Afrique. Puis il veut prendre le Sénégal comme base, mais qui ça l'a décoré pour construire des usines de vaccins. Bill Gates a même des projets extraordinaires. Il veut créer une nourriture que quand tu manges en même temps, tu nourris le climat. Mais je vous parle de vous. Bon. Oui, Lyon, que la nourriture, quand tu manges en même temps, tu nourris le climat. Bill Gates. Tous ces fléaux, allez fouiller tout ce que l'on vit comme problème. Grattez. C'est ces gens qui sont derrière. D'accord. Donc moi, je suis venu ici apporter mon soutien total aux Palestiniens. Total à la résistance palestinienne. Dénoncer le quasi-génocide qui se passe à Gaza. Organisé par les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais. Communauté internationale de criminels. Tout ce que vous avez raconté sur l'Ukraine, vous voyez que c'est un mensonge. Tout à fait. Le dépravé de Kiev, il a dit lui-même que l'Ukraine c'est grand Israël, non? Mais ouvrez vos yeux. Tout ce qui est vrai pour les autres devient faux en Palestine. Ouais. Faux! Ouais. Pourquoi il n'y a pas eu cette même solidarité pour le peuple Mais bien palestinien? sûr, on dit que Israël a le droit de se défendre. Mon œil. Et les Palestiniens alors, le droit de mourir? Qu'en est-il des Russes? Extraordinaire. Président, permettez qu'on accueille chaleureusement notre frère Je salue. Dassi de Bidounte. Nous saluons Ouais. la position qu'a prise M. Mélenchon Jean-Luc en France. Il en fait les frais jusqu'aujourd'hui. J'étais souvent très dur avec lui, mais quand c'est bon, je dis c'est bon. Il a essayé. Mais qu'il continue. Il pourra certainement retrouver aussi la résistance. Chacun gère ses problèmes chez lui. Merci à vous. Ils sont en démocratie. Et je voudrais donc pour terminer rappeler ici que M. Mbembe et sa cohorte ont appelé à voter Macron. Pour un autre mandat, un troisième. Mbembe, ils ont appelé à voter Macron. Finalement, ce projet va... Vous n'êtes pas au courant? Alors, voilà donc Macron. Petit agent des sionistes. Voilà ce à quoi ressemble la France aujourd'hui. Où on interdit les manifestations des Palestiniens. Où on traque tous ceux qui essayent de parler de la Palestine en faveur des Palestiniens. Finalement cette mesure a été ôtée. Cette mesure a été ôtée. Oh non, ça a été ôté par qui? Par la justice. À quelle heure? À quelle heure? Pour certaines localités, uniquement à Paris. Non. Lorsqu'il y a, non seulement uniquement à Paris, mais parce que Israël est coincé maintenant à Gaza, avec les crimes absolus de guerre. Il fallait sauver la France. On est passé par le juge pour dire que lève ça pour enlever la honte sur la France. Il est trop tard pour lever ça, monsieur. Pas de réunion du Conseil de sécurité, en tout cas. Non, pas du tout. Ils ont mis le veto. Tout à fait. La Russie a dit c'est sur le feu, ils ont mis le veto. La France, l'Angleterre, les États-Unis. Ils ont mis leur veto. Tout à fait. Parce qu'il faut tuer les Palestiniens. Pendant ce temps, le criminel de Washington, ça va faire une visite. Heureusement que les Jordaniens l'ont chassé comme un rat. Officiellement, on a dit que ça a été annulé, que le programme a été annulé. Il a retrouvé sa femme, Netanyahou. Ce sont les époux, ils sont mariés. Il allait le retrouver là-bas. Pour dire que voilà les gens que soutiennent les Mbembe. Et voilà leur démocratie. Malheureusement. Allez, monsieur Dassi de Bidounte, nous vous recevons très chaleureusement. En tout cas, on est très heureux d'être à vos côtés. Bonsoir à vous, bienvenue. Oui, bonsoir mon frère, bonsoir à tous ces aînés et tous ces frères avec moi sur le plateau. C'est un plaisir de vous retrouver et de discuter franchement comme ça avec vous. C'est de ça que l'Afrique avait besoin. Et c'est comme ça que nos ancêtres discutaient sous l'arbre à pala. Et au clair de la lune, même au village, c'est comme ça, enfin, on discutait, on racontait les contes et on nous sommet de dire toujours la vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce plateau, en tout cas, permet à beaucoup d'Africains de se retrouver. Voilà. Et permettez-moi de me joindre à vous pour saluer l'armée du Cameroun qui mène vraiment, qui joue vraiment son rôle d'armée, qui protège en tout cas le Cameroun.
Et vous savez qu'actuellement en Afrique, l'armée a ses limites, mais vous savez qu'actuellement en Afrique, on a beaucoup de nos frères militaires qui sont sur le terrain parce qu'il y a des conflits partout. Et je profite aussi saluer le capitaine président Ibrahim Traoré, qui aussi, en tant que militaire, a su relever la tête du Burkina parce que c'était une honte pour nous, il faut le dire. Et Roch-Marc Christian Kaboré, qui a été ministre, premier ministre, président de l'Assemblée après président, n'a pas pu donner un grain de dignité au Burkina, mais c'est un jeune capitaine qui perd son fils, qui est venu aujourd'hui en train de relever le Burkina. Et on a vu ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré, avec Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et aujourd'hui, voici ce que le capitaine est en train de faire. Ça ne plaît pas aux gens. Mais même si le capitaine Ibrahim Traoré venait aujourd'hui à mourir, on touche le bois, mais il a montré qu'il y a des hommes dignes dans Burkina et dans le monde. Et que jeunes, on peut délivrer son pays. Et moi, je profite, saluer l'armée burkinabé qui a cru en ses capitaines, saluer l'armée burkinabé qui a cru en sa moralité, à son patriotisme et qui s'est mobilisé. Aujourd'hui, l'armée burkinabé est sur tous les fronts et c'est une fierté. Et vous voyez même à l'international comment le Burkina est félicité. Donc, nous saluons l'armée et nous continuons de saluer les militaires africains, de continuer d'être patriotiques, d'être panafricains et surtout d'éviter de se salir comme les Blaise Compaoré, les Gnassingbé et autres qui ont tué des Africains pour servir leur pouvoir. Parce que l'Occident n'a pas la même morale que l'Afrique. Donc, que les militaires, que les hommes politiques africains comprennent qu'il n'y a plus place et il n'y a plus droit à la trahison. Celui qui va trahir, il va terminer à la poubelle de l'histoire comme un chien. Il faut le dire haut et fort. Tu t'as mis aujourd'hui en Afrique, tu vas terminer comme un chien. Regardez Blaise Compaoré, le grand médiateur. Regardez comment Mobutu a terminé. Combien de présidents africains, les Bokassa, ils servent l'Afrique et les Occidentaux, mais ils terminent comme des chiens. Et celui qui, aujourd'hui, en Afrique, a une bonne éducation, doit comprendre qu'il ne doit plus y avoir la trahison. Donc, il faut vraiment que les militaires africains continuent de se concentrer. Et maintenant, à propos du sujet que vous venez d'évoquer sur le conflit Israël-Palestine, moi, je voulais dire tout simplement à mes frères, calmons-nous et analysons le problème du point de vue anthropologique. Vous allez comprendre le monde. Souvent, nous, les Africains, on refuse de voir certaines réalités. Moi, c'est un conflit. Ce qui se passe aujourd'hui entre la Palestine et l'Israël, c'est vrai qu'on voit ce qui se passe. Je comprends l'aîné Badakani, je comprends tout le monde, mais moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Vous savez ce qui a causé la traite transsaharienne, l'islamisation de l'Afrique? C'était plus terrible que ça. Vous savez ce que l'esclavage nous a causé? C'était plus terrible que ça. 400 ans. On a passé tout le temps à nous faire voyager, à nous tuer, à nous assassiner. Voilà comment nous devons regarder notre histoire en face. Regardez le monde qui souffre. C'est le monde chrétien, arabo-musulman et africain. Regardez l'Asie. Les Asiatiques sont mentalement stables. Ils n'ont pas de reproches. Regardez comment l'Asie est stable humainement. Ils n'ont pas de conflit. Ça, c'est l'anthropologue qui parle. La falsification de l'historiographie mondiale et de l'histoire de l'Afrique sur la base de la Bible et du Coran, de la Torah, Talmud, a plongé l'humanité dans une déchéance totale. Et je vous donne des preuves. Vous voyez cet ouvrage de Christian Deros Noblecourt, Le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne. Je vous donne un exemple. C'est une dame que M. Mbele peut dire quelque chose sur elle. Et c'est une égyptologue, la première femme égyptologue d'ailleurs, c'est elle qui a organisé l'exposition Toutankhamon. Vous regardez dans son ouvrage. Et dans la Bible, on nous parle du rêve de Joseph. C'est un papyrus égyptien qu'ils ont recopié. Le papyrus Merhel-Peri. Ça, c'est la version française. Le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne. Vous prenez, il y a la version anglaise. Gift from the Pharaoh. Vous voyez ça?
Lisez cet ouvrage, vous allez comprendre la falsification de l'histoire. Les rêves de Joseph dans la Bible. On fait rêver Joseph pour lui donner une grandeur. Mais c'est faux. Ces papyrus qu'ils ont recopiés avec les vaches, il en parle dans cet ouvrage, vous pouvez voir. Dans le tombeau de Nofretari, vous pouvez avoir ça. La question de cette vache. Donc, aujourd'hui, si nous les Africains, nous ne connaissons pas notre histoire, nous ne travaillons pas à réhabiliter notre histoire, nous continuons à croire à des livres qui ont plongé l'humanité dans une déchéance. C'est ces mêmes livres-là qui les servent à s'entretuer. Il n'y a pas à dire que non, c'est religieux. Le concept de religion même là, c'est ça qui a détruit le monde. Est-ce que quand vous regardez en Chine, ils ont ces problèmes de sortir dire qu'ils vont s'entretuer? Non. L'idéologie. Et nous devons travailler, nous les Africains, à tirer les leçons de notre histoire, à nous concentrer pour ne pas tomber dans ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Vous voyez? Donc, moi, je pense que ces conflits, c'est vrai que ça tue. Les Occidentaux aujourd'hui sont tombés dans l'idéologie démocratique. La démocratie, c'est une idéologie. La religion, c'est une idéologie. La religion n'est pas un concept de terrain. Aucun peuple au monde n'a le concept de religion. Le mot religion même, c'est un fourre-tout, religare. On construit ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, ça ne plairait pas aux Africains chrétiens musulmans quand je parle comme ça. Mais en tant qu'anthropologue, regardez la culture des gens. Comment se fait-il que des gens qui ont tué l'humanité, les Arabes et les chrétiens, ils ont tué l'humanité pour des questions de Dieu. Aujourd'hui, entre un conflit, vous avez vu quelqu'un parler de pardon là-bas? Est-ce que vous voyez même dans le monde, dans la diplomatie, là, on parle de pardon? Non, assoyons-nous, discutons, il ne faut pas faire ça. Vous avez vu faire ça? Mais chez nous en Afrique, dès qu'il y a un problème, même entre nous sur ce plateau ici, vous-même qui êtes sur ce plateau, sur place là-bas, s'il y a un problème aujourd'hui entre Batengene, qui est le Benjamin, et Badakami, par exemple, on peut dire, ah, Mère Janvier Momo, c'est vous qui êtes l'aîné, il faut voir nos frères pour faire la médiation. Voici comment l'Afrique nous a humanisés. Mais est-ce que vous avez vu les Blancs, je dis bien les Blancs, les Arabes parler de pardon? Regardez comment ils ont détruit l'humanité. Nous, Africains particulièrement, on a payé le plus lourd tribut dans cette idéologie de christianisme, d'islamisation. Mais quand tu parles, les Africains ne veulent pas te laisser parler. Ils croient que tu es contre la religion. Le christianisme a tué. L'islam a tué. Vous voulez aujourd'hui qu'ils trouvent quel pardon? Si des gens viennent proclamer que Dieu les a parlé et que c'est eux qui ont le droit de venir apporter la religion à n'importe quel peuple, combien de cultures on a détruit? Combien d'hommes on a détruit sur cette terre au nom de la religion? Donc, moi, je pense que nous, Africains, sur ce conflit, calmons-nous, étudions minutieusement l'histoire, l'anthropologie et de nous départir d'un temps soit peu, pas départir que ça ne nous concerne pas, c'est-à-dire de savoir prendre, tirer leçon de ce conflit pour exister. Sinon, nous, Africains, on va disparaître comme les Amérindiens ont disparu. Vous avez vu les conflits au Sahel? Vous voyez même ce qui se passe en Palestine. Moi, je suis sidéré quand je vois des hommes traiter des hommes, parler d'autres hommes comme des animaux. C'est pas bon, mais c'est notre morale africaine. Les gens sont en train de faire, on les regarde. Vous voyez ce qui arrive à Karim Benzema? La même France a fait ça à Dreyfus, le capitaine Dreyfus, dans l'histoire de France, dans l'armée. On l'a accusé d'avoir vendu des secrets militaires. Regardez ce que l'affaire Dreyfus a traîné en France. Aujourd'hui, Karim Benzema, un grand joueur qui défend les couleurs de la France, pour avoir dit ça seulement, regardez ce que les Européens sont en train de lui dire. Donc, moi, sur cette affaire-là, je ne rentre pas dedans parce que, disons le haut et fort, les Blancs, ils sont comme ça. Toujours dans la racialisation, toujours dans la discrimination, toujours dans la spécification. Ils n'ont jamais vu quelque chose de façon humaine. Benzema a fait son truc. On peut lui dire, c'est pas bon, mais regardez ce que ça crée et comment la société française est divisée. Donc, moi, je pense que je dis aux Africains, sachons garder notre sang-froid, observons, tirons leçons, surtout, ayons le courage de dire qu'on nous a trop tués dans cette affaire de religion. Cette fois-ci-là, nous, on a les yeux ouverts. On a les yeux ouverts. Moi, je ne veux plus venir soutenir X ou Y. L'Afrique a été traumatisée.
humiliés, assassinés pour des questions idéologiques de discrimination. Donc moi, je pense qu'on n'a qu'à se calmer et puis cherchons le laisser. Merci à vous, Dassi Debinunté. Je rappelle également que Eric Cantona, lui, s'est présenté avec les effigies de la Palestine, ce que Karim Benzema n'a pas fait. Est-ce qu'il n'y a pas, dans le fond, une véritable question raciale derrière qui sous-tend notamment toutes ces batailles, toutes ces guerres? Je voudrais vraiment que l'on sorte définitivement. C'est comme ça, c'est ce que je vous dis. Ils sont toujours comme ça, en train de racialiser. Et c'est ça qui plonge l'humanité dans des chaos toujours. Mais après, ils vont venir trouver des justificatifs pour dire que non, c'est comme ça. Vous voyez? D'accord, merci. Merci, Dassi Debinunté, président. Si c'est possible en 30 secondes, je vous en prie. Il nous reste 2h30. Non, quand on nous dit de nous calmer, sur ce conflit, ça veut dire quoi, se calmer? Est-ce qu'on n'est pas calme? Ça veut dire quoi? Ce conflit nous concerne directement. Parce que d'abord, il y a plein de Noirs dont la vie est en jeu. Les Noirs israéliens, parce que nous faisons je dis bien les Noirs israéliens, ça nous concerne directement. Les Noirs palestiniens, ça nous concerne directement. Deuxièmement, si vous ne comprenez pas que ce conflit géopolitique expose l'Occident qui est notre ennemi, on parle de quoi? Est-ce que le monde entier n'est pas en train de voir? Est-ce que l'exposition de la politique diabolique de l'Occident par ce conflit, comment on dit ça? Ça dit que qui dénoue les liens, qui désaliène les Africains sur le plan géopolitique, n'est pas intéressant pour nous à un premier niveau. Troisièmement, la guerre des religions. Les Africains ne sont pas dans la guerre des religions. C'est même un paravent qui a été c'est Israël qui racialise et veut remplacer le conflit colonial. Moi, quand je suis dans cette affaire, je parle d'un conflit colonial. C'est un conflit colonial, effectivement. Un conflit colonial, il transforme ça en conflit religieux parce que, quand c'est le conflit religieux, Fabrice Ndom, on efface la question de 48. 47-48. Tout à fait. Par quel moyen a-t-on créé cet État? On efface ça. C'est un élément de colonisation. Et on remplace ça par un discours religieux pour amener le débat sur la Bible. C'est leur plan. C'est leur plan, monsieur. Quand nous dénonçons ça, nous sommes en train de traquer leurs arguments et dénuder cela pour remettre le conflit à sa place, à savoir un conflit colonial. C'est un conflit colonial, ce n'est pas un conflit religieux. Président, c'est pour appuyer votre propos. Non, quelques secondes. J'appuie juste. On a deux sujets sur notre table. Vous savez, Fabrice, nous sommes dans un monde où les gens se sont assis, un Sénat a commandité un rapport où on a dit l'Afrique sans les Africains. J'aimerais que les Africains regardent un peu. On va y réfléchir. La Palestine sans les Palestiniens, c'était le prélude de l'Afrique sans les Africains. D'accord. Deuxièmement, ce sont le même. Je vous en prie, c'est important. Oui. Je ne réponds pas à mon frère. Mais il faut que l'opinion nous écoute, c'est important. Il faut que les Africains soient très prudents. Je ne suis pas en train de dire que. Est-ce que nous avons les mêmes ennemis actuellement avec les Palestiniens? Oui ou non? Certainement avéré. Oui ou non? Ce sont les mêmes ennemis. La tactique m'a appris une chose. Quand quelqu'un a le même ennemi que toi, il est ton frère, il est ton ami. Sans que tu oublies tout ce qu'il t'a fait. C'est le langage d'un résistant dans l'âme qui parle. Mais Claire, je veux terminer maintenant. D'accord. Mais nous avons été les premiers à dire ici depuis. Vous savez que témoin, moi, il connaît. Que le christianisme, le vrai, n'est pas une religion occidentale. Jonathan l'a démontré plusieurs fois. Non, moi j'ai failli mourir ici pour ça. Moi, au début de ce débat. La plus vieille Bible éthiopienne. Le plus ancien christianisme éthiopien. Il a fallu que Mutunde commence à venir leur dire que tout ça, ils ont plagié la religion africaine. Ils ont plagié les textes sacrés africains. Ils l'ont dénaturé. Mon cher grand anthropologue, je sais très bien que la Bible a été falsifiée. Oui, c'est ça très bien. Non seulement à Babylone et ailleurs, je le sais très bien. Mais quand moi je tiens ça en main, je tiens ça en tant qu'Africain. En tant que un patrimoine qui vient de mes ancêtres, je le sais. Même malgré le fait qu'ils l'ont trafiqué. Et c'est aussi même vrai pour le Coran. Beaucoup d'exégèses du Coran, comment on appelle? Non, des maîtres coraniques rappellent aujourd'hui l'origine noire de la religion islamique. Allez sur Internet, tapez, ils sont là. Ce sont les Arabes.
Ce sont les érudits La arabes. constitution de ce qu'on appelle l'Arabie aujourd'hui, c'est deux Évitons la territoires. guerre de Le religion. Hijaz et le Yémen. Oui, Jonathan. Et le Sanson. Yémen, aucune c'est les guerre. Noirs. Aucune guerre C'est de les Arabes religion originels, les Noirs. ne justifiée en Afrique. Si on convoque l'Égypte antique pour faire la guerre de religion, on travaille contre l'Afrique. Parce que les gens vont mourir pour rien. Tout Nous à connaissons fait. tout ça. Donc nous, Oui, sortons. nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une dynamique extraordinaire. C'est-à-dire que où nous mêlons dans notre stratégie non seulement la tactique, mais la sagesse pour gérer les contradictions qui découlent des formes occidentalisées du christianisme et même des formes arabisées même de l'islam. Donc les fondations, Cheikh Anta Diop l'a démontré dans son livre, sauf si on ne le lit pas. C'est clair. Originel. Donc tout ça est démontré. On gère ça avec intelligence pour éviter des fragmentations inutiles dans le combat que nous menons. D'accord, merci. Merci à vous très cher monsieur. Je crois que là on va nous intéresser. C'est une lecture, c'est pas long. Non, moi je suis mathématicien parmi vous, hein. Donc c'est logique de dire ce que je vais dire, sinon on ne comprend pas. Je vais juste lire le titre de Benzema. Oui, vous avez parlé de Benzema. Ça va générer d'autres débats. Non, On on convient que je lis seulement, on s'arrête là. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes, qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Il n'a rien dit de plus que ça.